Alors, bonjour tout le monde. Je procède juste à une vérification de la présence des intervenants et du son. Donc, dites-moi si vous me recevez parfaitement. Et si les deux intervenants, donc les trois intervenants, donc Lamine est au bureau, mais est-ce que Dr K, je la vois, Dr Diop est-il connecté? Et est-ce que vous me recevez? Donc, Oui, madame, je vous reçois. Bonjour. parfait, parfait, parfait. Bien, donc on peut procéder. Donc, je vous remercie, je salue tout le monde, mesdames, messieurs et chers participants et donc distingués intervenants. Donc moi, je me nomme Aïcha Ali, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis gestionnaire de projet au sein de Zaman Capital. Je suis également directrice d'impact, donc c'est le département qui a organisé ce webinaire. Donc pour moi, c'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui et de modérer ce panel consacré donc au thème face aux défis de l'endettement, quel modèle de PPP privilégié, PPP à paiement public ou PPP à paiement par l'usager. Ce sujet d'une actualité brûlante est au cœur des préoccupations pour nos pays africains. Il interpelle à la fois les décideurs publics et les citoyens, soucieux de voir la dette publique maîtrisée dans un contexte où elle ne cesse de croître. Alors que donc l'Afrique est engagée dans une dynamique de développement, elle explore divers mécanismes de financement pour réduire la pauvreté. Parmi eux, les partenariats publics-privés s'imposent donc comme une alternative sérieuse pour financer des projets structurants, même en contexte de fortes donc contraintes budgétaires. Les différents modèles de PPP permettent aux autorités contractantes de lancer des projets ambitieux tout en bénéficiant des infrastructures de qualité, d'une meilleure maîtrise des coûts, d'expérience, de performance, d'un transfert de compétences qui est un enjeu clé pour nos pays et d'une plus grande durabilité. Et dans certaines configurations telles que l'affermage ou la régie intéressée, le partenaire privé peut assumer la gestion, voire la propriété de l'actif pendant donc une période étendue, soulageant ainsi la trésorerie de l'État ou de la collectivité. Donc, convaincu du rôle stratégique des PPP, Zaman Capital croit fermement que nos États ont tout à gagner à les utiliser comme levier de développement et d'impact durable. Nous aurons donc l'opportunité d'approfondir ces réflexions avec nos éminents intervenants qui sont de très haut niveau et de très haute facture. Donc, je vais les présenter. Il s'agit de Dr Lala Camara, qui est juriste d'affaires au cabinet IP3 Conseil. Elle est juriste en droit des affaires, spécialisée dans les partenariats public-privé et la réglementation. Elle a contribué à la structuration juridique de nombreux projets majeurs au Sénégal, notamment la GEROUTE, l'OFOR, le cadre de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. À l'échelle africaine, elle a travaillé en République démocratique du Congo avec l'ANSER, ainsi que la République du Congo, des projets PPP dans l'énergie et la santé. Elle est forte d'une expérience dans l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elle a collaboré du coup avec divers acteurs publics et privés, titulaires d'un doctorat en droit privé, d'un DEA en droit économique et d'un master en droit des affaires. Je parle sous votre contrôle. Donc, je m'en vais présenter Dr Baïsan Badjo, qui est directeur de la réglementation des affaires juridiques de l'ARCOP, d'ex-ARMP. Il est juriste docteur en droit privé de l'UCAD, avec une thèse sur la régulation des télécommunications au Sénégal, donc avec une mention très honorable. Il détient plusieurs diplômes de haut niveau en droit économique, régulation, cybersécurité, télécommunications, partenariat public-privé et finances. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la régulation et le droit de la commande publique, il a exercé à l'ARTP avant de rejoindre l'ARMP devenue l'ARCOP en 2014, où il occupe actuellement un poste de direction. Donc, je parle sous votre contrôle également. Très bien. Et donc, je présente également M. Lamine Lo, qui est le fondateur de Zaman Capital, cabinet organisateur de ce webinaire. Il est expert reconnu des partenariats publics-privés en Afrique. Il a joué un rôle clé dans la réforme des partenariats publics-privés au Sénégal et au sein de l'UEMOA. Il est ancien haut responsable au ministère de l'économie, du plan et de la coopération de 2019 à 2023. Il en a dirigé l'unité d'experts PPP.
Il a été également décoré, et je sais qu'il n'aime pas qu'on le dise, mais je vais le dire, chevalier de l'Ordre national du Lion en 2024. Et donc, il a siégé dans plusieurs conseils d'administration, le FONSIS, la Géroute, SOMISEN, RGS. Il a une expérience de 15 ans dans la finance, notamment à la banque BNP Paribas, ensuite à la Banque mondiale par la Société financière internationale. Il possède plus de 20 ans d'expérience en investissement public-privé avec un portefeuille de 25 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. De formation, il est également ingénieur des ponts et chaussées. Il détient également plusieurs diplômes en finance et mathématiques, dont un certificat à Harvard en donc, partenariat public-privé et project finance. Monsieur Lo, donc, dans son engagement pour le pays, a décidé en décembre 2024 de mettre en place le cabinet qui organise donc, ce webinaire, donc, qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour rappel, donc voilà, pour rappel, Zaman Capital est un cabinet de conseil. Donc nous offrons des solutions sur mesure de structuration de projets, donc des conseils aux entités publiques comme privées. Donc ça peut être dans la structuration de projets de partenariat public-privé. Nous accompagnons également les projets dans la mobilisation de financement et dans la mise en place d'ingénierie financière selon les projets. Et dans un volet non des moindres, Lamine Lo a mis en place ce département dont je suis la directrice, qui est Zaman Impact. Et donc, on accompagne et on finance des projets d'impact sociétaux, environnementaux. À cet effet, nous investissons dans des projets verts qui participent donc à réduire la production de gaz à effet de serre. Nous accompagnons également les professionnels du secteur donc des finances, de la commande publique ou certains juristes donc qui n'ont pas forcément d'expérience, dans le renforcement de capacités à travers nos différents programmes de formation. Donc, je vais juste, si vous le permettez, donc, vous présenter nos 4 formations et ensuite on va démarrer, on va aller dans le vif du sujet. On a 4 formations, donc celle-ci en fait partie. Donc, on considère ce webinaire comme une formation puisqu'elle participe à former ceux qui n'ont pas d'expérience dans les partenariats publics-privés. Nous avons également une certification réservée aux experts du secteur. Et donc, c'est une certification en montage et gestion de projet. Donc, à l'issue de laquelle vous avez 2 niveaux et à l'issue de laquelle vous recevez donc un certificat décerné par Zaman Capital. Nous avons également des ateliers destinés aux decision makers ou aux cadres décideurs. Et donc, c'est des formations sur mesure. Donc, dépendamment du besoin du secteur ou de l'entité, vous aurez donc des formations en project finance, en gouvernance, en contenu local. Vous avez également une nouvelle formation en financement vert, mais voilà, également tous les modules sur les partenariats publics-privés. Et pour terminer, donc, nous avons ce qu'on appelle Deep Dive, donc, qui est une formation axée secteur. Donc, ça peut être un secteur des infrastructures, un secteur des infrastructures routières, par exemple, où on va décider de d'amener plusieurs acteurs et de faire un atelier. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter à cet effet, de vous faire prendre en charge par votre structure. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe à cet effet, donc, pour cela. Donc, juste avant de démarrer, je vous rappelle que vous avez donc l'option chat. Donc, dans le chat, vous pouvez toutefois envoyer vos questions, vous pouvez envoyer vos contributions, vous pouvez envoyer, voilà, donc, on vous mettra notre numéro de téléphone et le mail de Zaman Impact pour des échanges beaucoup plus fluides. Alors, chers panélistes, donc, compte tenu du temps imparti, limité à 1 heure, nous allons donc sans plus tarder vous donner la parole. Donc, sur ce sujet à la fois pertinent et sensible qui suscite de nombreux débats. Oui. Oui. Ok. Il me semblait que Dr Diop avait ouvert son micro. Donc, ce sujet qui suscite de nombreux débats et de questionnements. Et nous sommes convaincus que vos éclairages contribueront à lever certaines zones d'ombre, à nourrir donc la réflexion et nous espérons influencer positivement les décisions futures, si ça peut être une prétention de notre part. Lamine, je prends cette contribution personnellement. C'est pas Zaman, c'est Aïchaï. Donc là, je vais faire intervenir Dr Diop. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez ouvrir votre caméra ou pas. En tant qu'expert de la commande publique,
quelle analyse comparative pourrait être faite entre les deux types de PPP, PPP à paiement public et PPP à paiement privé. Et une question a été soulevée par M. Lowe dans la préparation du webinaire, à savoir quelles formes hybrides de PPP permettent de répondre aux contraintes des États, aux collectivités territoriales, aux défis de bancabilité ou de prérequis d'un succès de PPP. Voilà, ça fait beaucoup, mais voilà. Je vous laisse la parole, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce webinaire organisé par Daman. J'en salue son fondateur, Mohamed Lo, qui fait partie de ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux le nouveau cadre des PPP. Et effectivement, au Sénégal, la loi 2021-23 portant cadre des PPP, en fait, pour rappel, définit les PPP comme étant tout contrat qui est conclu entre une autorité contractante et un opérateur économique, et selon les modalités de partage des risques et le mode de financement, de rémunération, soit est qualifié de PPP à paiement public ou PPP à paiement par l'usage. Donc, comprenez que par rapport au droit sénégalais, nous avons deux catégories de PPP. Les contrats de partenariat privé à paiement par les usagers et les contrats de partenariat privé à paiement public. Lorsque nous sommes dans un contrat de partenariat privé à paiement public, là, c'est l'État qui s'engage à rémunérer le partenaire privé pendant une période relativement longue sur la base d'indicateurs de performance et de résultats. Tandis que lorsque le partenaire privé, nous sommes dans un partenariat privé à paiement par les usagers, là, ce sont les usagers du service public qui se chargeront d'assurer la rémunération du partenaire privé. Maintenant, quand est-ce qu'on doit recourir à un mode de partenariat privé à paiement public? Quand est-ce qu'on doit recourir à un partenariat privé à paiement par les usagers? Là, c'est la phase précontractuelle qui va nous le dire. Parce que dans le cycle de PPP au Sénégal, on commence d'abord par une phase d'identification du projet. Et une fois que ce projet est identifié, on procède à l'évaluation préalable. L'évaluation préalable, c'est ce qui nous permet de déterminer les motifs à caractère économique, juridique et technique justifiant le recours à un PPP, mais plus particulièrement à tel mode de PPP. C'est en cela que les PPP présentent quand même une opportunité immense par rapport à la situation de la dette publique au Sénégal. Je rappelle que, selon les éléments d'information qui sont rendus publics, aujourd'hui, le déficit de la dette publique représente 11,7% du PIB, ce qui dépasse les ratios normaux. Également, notre dette publique représente 105,7% de notre PIB. Et ça représente 371,8 milliards. Donc, vraiment, c'est une situation qui est quand même alarmante. Et cette situation même est relevée par les bailleurs de fonds. Maintenant, comment le recours à public pourrait constituer une alternative par rapport à cette dette-là? De mon point de vue, si on privilégie le recours à des modes de PPP à paiement par les usagers, ça pourrait alléger le fardeau de la dette. Pourquoi? Parce que les PPP à paiement public, là, c'est une forme d'endettement différé. Et les PPP à paiement public, c'est un endettement différé, certes utile, mais lorsqu'on y engage même, c'est moins risqué. Pourquoi? Parce que l'État va devoir faire l'évaluation préalable. Donc, il y aura une maîtrise des risques qui serait adressée dans la phase d'évaluation préalable. Par contre, là où c'est intéressant les PPP, c'est les PPP à paiement par les usagers. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un État qui vient de connaître un changement politique qui a porté au pouvoir le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et ce régime a comme stratégie de développement la stratégie de transformation systémique, l'agenda 2050. Et tout le monde sait que la dimension de réalisation d'infrastructures est très essentielle dans le cadre de ce nouveau référentiel de politique publique. Et pour le financement de ces référentiels, justement, avec l'ammonisement des ressources publiques et l'endettement relativement toxique, pour ne pas retomber dans les travers de la dette cachée et des difficultés d'endettement, le recours au partenariat privé nous présente une opportunité immense, surtout dans le contexte sénégalais. Parce que lorsqu'on recourt à un PPP à paiement public par les usagers, ici, c'est le partenaire privé qui va assurer la réalisation de l'infrastructure, mais ce n'est pas l'État qui va le rémunérer, mais c'est l'usager qui va assurer la rémunération du service public. Ce qui aura pour conséquence pour l'État, d'abord, d'avoir une infrastructure fonctionnelle, mais également de ne pas avoir à débourser un rond. Donc, c'est ça l'opportunité immense que nous offre le recours à un partenariat privé à paiement
par les usagers. Donc, de ce point de vue, donc, le recours à ce partenaire privé à paiement par les usagers nous permet de réaliser les grands projets en matière d'infrastructure de manière immédiate. Ça réduit également l'engagement de l'État hors bilan, qui peuvent devenir une dette implicite, mais aussi, ça pourrait être un levier très essentiel pour le développement des investissements prioritaires de l'État, surtout dans le cadre de la stratégie de transformation systémique. Et la réalisation de ces infrastructures, ça permettra, par la même occasion, de faire revivre les secteurs des BTP, les bâtiments des travaux. Tout le monde sait que les BTP constituent les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Et en développant les entreprises de travaux publics au Sénégal, à travers les PIPI, nous allons donner l'opportunité à notre jeunesse de trouver de l'emploi et par ricochet, on va lutter contre l'immigration clandestine. Donc, de ce point de vue, l'enjeu vont découvrir effectivement les différentes étapes dans le cadre de la passation de ces PIPI. Mais ces PIPI, en tout cas, comprenez que c'est un cadre de collaboration entre l'État, l'autorité contractante et le partenaire privé. Et dans le cadre aussi de ces PIPI, le mode de passation, la forme contractuelle est moins décisive. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre des travaux préparatoires de cette loi des PIPI, on a voulu en fait alléger la difficulté de l'autorité contractante par rapport au montage contractuel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de s'assurer que le contrat qu'on va élaborer constitue un cadre pertinent de partage des risques qui préserve l'intérêt de l'État. Parce que les difficultés qu'on a notées, en tout cas, dans les contrats de partenariat privé qui ont été souscrits avant l'avènement de cette réforme, c'était souvent une insuffisance de préparation. Alors que dans le nouveau cadre juridique, il y a tout un processus qui nous permet de bien préparer notre projet. Déjà, dans la phase d'identification, vous ne serez pas seul, vous serez assisté par l'unité nationale d'appui au PUPI qui a mis en place un fonds d'appui au PUPI. Et dans cette phase, vous allez procéder à l'identification du projet, la nature du projet, le source de financement, même vous allez jusqu'à prioriser. L'ensemble de ces éléments qui seront enregistrés sur une fiche d'identification vous offre l'opportunité de bénéficier d'un avis éclairé dedans. Une fois que le projet est bien identifié, on passe ensuite dans une phase d'évaluation préalable. La phase d'évaluation préalable n'est rien d'autre que l'étude de faisabilité en vertu du projet, juridique, technique et financier. Et là, les études qui en vont se ressortir vont vous indiquer clairement est-ce que le choix du paiement public est mieux ou le paiement par l'usager. Donc, qu'importe soit le mode de passation des PIB finalement, si nous sommes dans un PIB à paiement public, nous serons dans un endettement qui est maîtrisé. Donc, le risque est moindre. Si nous sommes dans un PIB à paiement par l'usager, là, nous serons relativement dans moins d'endettement, pour ne pas dire pas d'endettement, parce que nous aurons une infrastructure, on va engager le partenaire à l'administration de l'intérêt général et on n'aura pas le fardeau de la dette. Voilà donc les grands enjeux, en tout cas, que pose le recours à ces modes contractuels. Maintenant, le cadre, de mon point de vue, n'est pas parfait. Parce qu'aujourd'hui, pour davantage doper le système, il serait intéressant d'apprécier l'opportunité de pouvoir donner à l'avis de l'UNEP un avis conforme. Je rappelle que dans le droit sénégalais, on a retenu que les avis de l'unité nationale d'appui au PIB pour la passation du pays n'est qu'un avis consultatif. On est obligé de saisir l'UNEP, mais on n'est pas obligé de suivre son avis. Il serait intéressant de rendre l'avis conforme. Et effectivement, en renforçant le fonds d'appui au PIB. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la plateforme, Colamindo, qui avait coutume de dire que les PIB, c'est préparation, préparation, préparation. C'est pourquoi renforcer le fonds de préparation des projets, non seulement ça permettra de mieux faire les études de préfaisabilité et de faisabilité, mais également de réussir la réalisation des PIB. Et par ricochet, de faire travailler nos bureaux d'études et nos ingénieurs conseils. Voilà donc les quelques aspects que j'ai voulu exposer en propos liminaires. Et maintenant, pour ne pas prendre trop de temps, je vais clore mes lèvres en restant à l'écoute des questions qui seront posées et à la suite, bien entendu, d'autres panélistes sur la plateforme. Merci, madame. Merci, docteur. Ça a été très succinct et je vous remercie d'avoir été bref. Et c'est une intervention très intéressante, donc qui rappelle un peu l'intérêt d'avoir réformé la loi PPP avec donc toutes les modifications qui ont été faites, notamment concernant le montage contractuel allégé. Donc, vous nous rappelez également qu'il faut
renforcer l'UNEP, donc en lui laissant un avis conforme plutôt qu'un avis consultatif. Vous dites également qu'il faut un fonds de préparation pour une étude de faisabilité. Et donc, je pense que tout cela nous permettrait, comme vous l'avez dit, donc de réduire l'endettement que vous appelez toxique. J'ai bien aimé ce terme. Effectivement, on considère aujourd'hui que les pays africains sont à un niveau d'endettement assez critique. Mais Lamine peut-être ne sera pas d'accord puisqu'il considère que la dette n'est pas forcément un élément, voilà, un élément bloquant ou un facteur bloquant. Et cela me permet donc de voir, donc de rebondir et de repasser la parole à Dr Camara. On aimerait bien, Oui. pour votre part, avoir votre point de vue sur le PPP à paiement privé. Donc savoir en fait, est-ce que effectivement cette forme de PPP est une solution privilégiée pour les États en voie de développement? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des exemples de réussite ou de bonnes pratiques? Ok, merci. Hmm. Tout d'abord, je tiens à remercier le cabinet Zama pour l'organisation de ce webinaire. Je suis Dr Lala Camara, juriste au cabinet IP3 Conseil, un cabinet spécialiste des partenariats publics-privés également. Donc, je tiens à remercier M. Lamelo, Mme Aïchali pour la qualité de l'organisation. En fait, cette question, elle est très pertinente. Elle est non seulement pertinente, mais aussi elle est d'actualité. Le choix des PPP, comme notre précédent intervenant vient de dire, les PPP peuvent être aujourd'hui une alternative au financement des infrastructures. Une alternative, j'ai l'habitude de dire que les PPP, c'est le juste milieu entre la gestion publique et la privatisation des projets. Donc, c'est le juste milieu pour la réalisation d'un projet à travers le recours au financement auprès du secteur privé ou même à l'expertise du secteur privé. Donc, cette question, elle est pertinente parce qu'elle est d'actualité. L'endettement, c'est une question d'actualité. Je ne veux pas revenir sur les éléments de fait qui ont été déjà évoqués par le précédent intervenant. Mais aussi la question de savoir quel PPP choisir. Et ça, je pense que le choix des PPP dépend surtout de la phase de préparation. Mais on s'est rendu compte que dans une situation d'endettement, les PPP paiements par les usagers peuvent être considérés comme des leviers de désendettement pour plusieurs raisons d'ailleurs, en termes d'allègement du budget de l'État. Ça va permettre à l'État ou aux décideurs publics de limiter leur participation dans le financement des infrastructures et de répartir les ressources disponibles sur d'autres projets. Ça peut aussi être un mécanisme un moyen pour l'État de recevoir des revenus partagés. Parce que dans le cadre des contrats de PPP à paiement par les usagers, il y a une recette d'exploitation qui existe. Donc, ils peuvent avoir un mécanisme de partage de ces recettes d'exploitation où une part reviendra à l'État et l'autre part aux partenaires privés. Tout dépend des dispositions contractuelles qui lient les différents partenaires. Mais aussi, les PPP paiements par les usagers peuvent aussi être un moyen de dépenses, un moyen de diminution de dépenses immédiates par l'État. Mais également, ça peut avoir des effets directs sur les recettes fiscales, puisque lorsqu'il y a un projet PPP, il y a aussi cet aspect qui consiste à stimuler l'activité économique locale en termes de création d'emplois, en termes de sous-traitance, mais aussi ça peut être un facteur qui génère de la taxe, que ce soit la TVA, les impôts sur les sociétés, les cotisations sociales. Tout ça, ce sont les avantages du choix des PPP. Mais attention, ces avantages n'occultent pas les limites. Parce que les PPP, aujourd'hui, s'il y a un problème lié à la préparation, peuvent être plus coûteux à long terme que l'investissement public direct. Plus coûteux à long terme, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver, même si c'est le consommateur qui paye
où c'est les usagers qui paient le service. À long terme, ça peut être plus coûteux que lorsque l'État a lui-même financé le projet. Donc, il y a des points d'attention à faire et il y a même des exemples qui existent au Sénégal liés au défaut de préparation des projets PPP. Il y a aussi des limites du PPP, c'est-à-dire paiement par les usagers, parce que ce PPP peut créer, ou ces contrats PPP peuvent créer des inégalités sociales ou des inégalités d'accès, notamment parce que le public est très fragile. Ça peut être des projets moins acceptables socialement, surtout lorsque les tarifs sont élevés ou mal perçus par les consommateurs. D'où la nécessité de mettre en place certains mécanismes pour assurer le succès de ces PPP paiements par les usagers. Donc, il y a une pluralité de mécanismes qui existent. Il faut un bon équilibre risque-récompense, c'est-à-dire le partenaire privé doit supporter des risques de construction ou d'exploitation, de maintenance ou d'entretien. Ça dépend surtout du modèle de contrat choisi. Il faut qu'il y ait une réelle rentabilité du projet. Également, il faut la qualité et l'attractivité du service. Pour générer des revenus, il faut que le service soit assez attractif pour les usagers. Il y a aussi un aspect qui est très important dans des contrats PPP paiement par les usagers, c'est l'acceptabilité sociale du projet. Donc, il faut une réelle communication autour de ces projets pour faire comprendre aux usagers l'utilité de ce service, de ces services et montrer réellement que le service apporte une valeur ajoutée pour le quotidien des usagers. Donc, tous ces mécanismes, en plus, bien évidemment, de la phase de préparation de ces projets, tous ces mécanismes sont pertinents pour assurer une réussite d'un projet PPP paiement par les usagers. Il y a une pluralité d'exemples de réussite de projets PPP, même si pour certains projets, il est très tôt de parler d'une vraie réussite, mais à ce jour, au Sénégal, il y a des projets PPP qui sont en cours dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, le secteur des autoroutes. Il y a une pluralité de projets PPP paiement par les usagers qui montrent vraiment des facteurs de réussite. Parmi ces projets, on a l'autoroute Dakar-Diamniadio qui est sous un contrat, qui est un contrat de concession. Cette autoroute a permis d'assurer au pool d'investisseurs une triple rentabilité, à savoir la rentabilité financière, la rentabilité sociale du projet surtout, qui est une rentabilité principale en termes d'objectifs qui est visé par les autorités, mais aussi le développement économique de ce projet. Donc, en plus de ça, il y a un autre projet d'infrastructure routière qui existe au Sénégal, c'est AIBD Mbour-Ila-Touba, qui est un contrat des régies intéressées, qui termine d'ailleurs en 2026. Cette autoroute a contribué à impulser une dynamique de type nouveau au corridor Dakar-Touba et à en faire un poumon émergent de développement national. En plus de ça, en dehors du Sénégal, il y a des exemples de réussite. En Côte d'Ivoire, il y a la centrale thermique d'Azito. Cette centrale thermique fournit à ce jour plus de 25% de la production électrique du pays. Au Maroc aussi, il y a la centrale solaire Nour Orzazat au Maroc, qui est l'un des projets les plus complexes solaires au monde, un modèle de financement PPP également. Donc, tout ça, ce sont des exemples de réussite des contrats PPP paiement par les usagers. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le modèle PPP paiement par les usagers présente des avantages significatifs en période d'endettement. Cependant, ce modèle comporte des limites. Il peut engendrer des inégalités d'accès si les tarifs sont élevés, ce qui soulève des questions d'équité sociale. À l'inverse, le PPP paiement public garantit un accès universel aux services, notamment s'il s'agit des domaines essentiels comme celui de la santé, de la justice ou de l'éducation. Ainsi, le choix des modèles de PPP ne peut être uniforme et doit dépendre surtout de la nature des services concernés, de la capacité des usagers à contribuer financièrement et du degré de risque que le privé est en mesure d'assurer.
Dans une logique de désendettement, le paiement par les usagers est préférable lorsque cela est économiquement viable et socialement acceptable. Donc, mon intervention, si met fin à mon intervention sur cette thématique, je reste ouverte pour des questions des participants. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, Dr K. Ça a été très brillant. Donc, comme on s'y attendait, hein, parfait. Vous avez donc campé le contexte en abordant les avantages d'un paiement public ou paiement par les usagers ou privé, je voulais dire. Et donc, vous parlez aussi, vous avez parlé également, alors il y a quelqu'un qui m'appelle, désolé. Donc, vous avez parlé de l'équilibre récompense et donc vous dites que en fait, il faut que le projet soit viable, donc acceptable donc par les sociétés pour que on puisse faire recours à ce genre de paiement. Donc, si je comprends bien, le PPP à paiement privé peut être avantageux, mais les coûts peuvent être aussi limitatifs. Donc, les coûts peuvent être des coûts, des facteurs bloquants pour les usagers. Et dans ce cas-là, vous suggérez qu'on fasse des campagnes de sensibilisation. Est-ce que c'est suffisant d'en faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir donc ce mécanisme-là ou pour pouvoir donc réduire au maximum, pouvoir donc avoir des infrastructures qui seraient bénéfiques non seulement pour les populations, mais également qu'elles soient accessibles à tout le monde. Donc, si ma compréhension de cela est parfaite. En tout cas, ça me permet donc de passer la parole à Monsieur Lo, donc qui lui donc viendra sur les risques, comme vous l'avez dit, donc l'équilibre risque-récompense. Donc, comme vous avez dit, et donc Monsieur Lo, en tant que ex-investisseur, en tant qu'ex-banquier, donc il a été dans toutes les parties, il a été comme du privé comme du public. Lui, peut-être qu'il peut avoir une synthèse donc globale. Et donc nous, on aimerait bien, Monsieur Lo, que vous veniez sur la dichotomie donc entre ces deux paiements et donc sur la question cruciale donc, du paiement public, est-ce de la dette et surtout pourriez-vous aborder la question du risque, comme l'a évoqué Dr Diop et Dr K, dans chacun d'entre eux. Voilà. Merci beaucoup, Aïcha. Voilà, j'espère que si ce n'est pas clair, notre niveau de luminosité. Alors, on vous aperçoit. Effectivement, ce n'est pas très, très clair. Par contre, on arrive à distinguer le chapeau. Oh, ouais, oui, là, c'est mieux. Maintenant. Ouais, voilà, bon. Là, c'est mieux. Parfait. Ouais. Écoute, merci beaucoup en tout cas à toi, Aïcha, pour avoir organisé ce webinaire et surtout d'être à la 5e édition. Voilà, et j'en profite pour remercier nos précédents invités et les participants habituels et les nouveaux participants. Donc, à cette session de développement de capacité et de formation dans les PPP, comme tu l'as bien indiqué. Et je me réjouis aujourd'hui d'être avec Dr Baïsamba Diop, qui est donc un expert important dans le sujet de PPP pour plusieurs raisons, mais ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il a été en tout cas parmi les architectes de la loi 2021 sur les PPP. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui dès le début. Voilà, je lui renouvelle mes remerciements et ces remerciements vont à l'endroit de tous ses collègues de l'ARCOP et je pense à professeur Guité, qui est l'actuel directeur général, mais je pense également à notre doyen, précédent directeur général, voilà, le doyen Sahernian. Voilà, donc tous nos remerciements pour avoir contribué et facilité au développement et à la mise en place de cette loi PP. Donc j'en profite vraiment pour remercier tous les acteurs qui ont contribué. Et c'est dans ce cadre aussi que IP3, qui est un cabinet majeur dans les PPP, qui travaille depuis
très longtemps, voilà, a été aussi au cœur de ce travail, comme le cabinet Maître Adam Gueye, cabinet Maître Touré, en tout cas cabinet Maître François Sars. Tous ces acteurs ont contribué dans la loi 2021 et je tiens ici à les remercier aujourd'hui en étant dans la même casquette que comme cabinet privé. Donc, Dr Lalla, merci pour l'intervention et surtout d'avoir accepté, comme Dr Baye Samba, de répondre dans les délais. Je m'en vais donc partager quelques éléments de contribution parce que le souhait, c'est avoir du temps pour les échanges avec les auditeurs. Mais j'aimerais peut-être nuancer un peu par rapport à ce que le docteur a indiqué sur le PPP paiement public, un endettement différé. Je prendrai une position pour nuancer en disant peut-être c'est une charge, le PPP paiement public. Voilà, mais je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un endettement. Pour moi, le PPP, ce n'est pas un endettement. Et j'aimerais peut-être suggérer, professeur, à l'issue de ce truc, qu'on essaie peut-être de sortir une note conjointe entre IP3 et y compris vous en tant qu'expert et en tout cas ARCOP pour faire la différence entre ce qu'est une dette. Je pense que c'est clair dans votre présentation, qu'est-ce que c'est qu'une dette. Voilà, mais je ne veux pas que l'auditeur parte en disant que le PPP, paiement public, c'est une dette. Pour moi, le PPP n'est pas une dette. Un mauvais PPP peut être une dette, mais ça, ce n'est plus un PPP. Par dette, il y a une obligation de payer. C'est une obligation de payer indépendamment de qu'est-ce qui se passe sur l'actif qui est financé. Dans un PPP paiement public, la puissance publique a une obligation de payer pourvu que le service public est disponible. Il a un loyer, une charge. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. C'était juste sur la question provocatrice d'Aïcha. Voilà, le PPP, voilà, c'est un instrument de transfert de risque et de responsabilité que la puissance publique contrôle, qui peut générer des engagements contingents et des engagements directs, mais cela n'en fait pas une dette. Et ce sujet, c'est un débat très élevé avec les instances de FMI. Et en tant qu'expert, ma position ne dévie pas sur ce sujet. Le PPP, c'est un instrument magnifique, c'est une option financière, mais ce n'est pas une dette. Une dette, elle doit être payée dans tous les cas. C'est obligatoire. Tu dois payer, quel que soit ce qui se passe dans le sous-jacent. Donc, on peut dire que c'est un produit hybride, mais on retient le fait que des mauvais PPP peuvent générer de l'endettement. Voilà. Mais ça, c'est des mauvais PPP. Ils sont mal structurés. Mais on aura l'opportunité, en tout cas, je suggère de clarifier sur l'espace académique, est-ce que le PPP, c'est une dette? Voilà. Et dans ma contribution, donc, sur le débat ou sur le sujet, faudrait-il privilégier PPP, paiement public, ou PPP, paiement usager, face aux enjeux ou défis d'endettement? Voilà. J'aimerais juste compléter ce que Dr Baye Samba et Dr Lalla ont indiqué en donnant quelques éléments d'analyse du point de vue risque budgétaire, parce que c'est ça le sujet au final. On distingue deux phases. Voilà. Je sors, comme l'a indiqué le docteur, de la dichotomie de classification des PPP parce que je suis dans une analyse de risque. Pour moi, distinguons la phase d'investissement et la phase d'exploitation pour apprécier qu'est-ce qui se passe du point de vue risque budgétaire pour la puissance publique. J'ai envie de conclure qu'en cas, dans une phase d'investissement, les deux modes de PPP se valent généralement dans la phase d'investissement. Et je résume le fait quels sont les risques qu'on peut noter du point de vue budgétaire. On peut indiquer qu'il y a un risque élevé d'incidence budgétaire, voire d'endettement public, qui peut être causé ou justifié par le PPP immédiat si la puissance publique finance une partie de l'investissement. C'est donc la position, le choix de la puissance publique de financer tout ou partie de l'investissement
va entraîner une incidence budgétaire, voire une incidence déficit budgétaire avec de l'endettement. Et ça, dans les deux modes de PPP, c'est possible. Et je donne un exemple. Quand on est dans un PPP, paiement public, si dans l'enjeu de structuration pour les besoins d'équilibre, comme dans un PPP, paiement usager, pour besoin de fixation tarif, la puissance publique décide de financer une partie, quelle que soit la forme, ça peut être sous forme de subvention pour la société de projet ou d'autres formes hybrides, mais ça a une incidence sur le budget. C'est le choix de contribuer dans l'investissement, mais ce n'est pas le mode de PPP. Maintenant, dans les variantes de PPP, nous savons qu'il y a des variantes qui sont décrétées par leur nom selon qu'ils contribuent ou pas dans le financement. Mais ça, c'est des classifications d'ordre juridique selon les pays. Mais du point de vue analyse risque et incidence budgétaire, on peut dire qu'il y a un risque élevé d'incidence budgétaire, d'endettement public immédiat, si la puissance publique finance une partie de l'investissement. Il y a un risque marginal d'incidence budgétaire dans le cas où l'investissement est essentiellement, voire totalement supporté par la partie privée, parce que ce n'est pas zéro. Voilà, ne serait-ce que le docteur, là, on en parlait tout à l'heure, docteur Baye-Samba, sur la partie frais de préparation, ça a une incidence. Et c'est là où il a bien donné l'exemple du Sénégal et comme d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont des instruments pour couvrir ces frais de préparation ou bien même des organes experts pour être les premières charges de coûts de préparation. Mais ça a une incidence budgétaire. Voilà. Que ça soit à travers ces organes ou au niveau de l'autorité contractante. Maintenant, et ça c'est dans les deux cas de PPP, il y a dans les deux cas un risque d'incidence budgétaire contingent en cas de résiliation anticipée. Voilà. Le fait que dans l'allocation des risques et dans les contrats de PPP, on gère le régime de résiliation anticipée, qu'est-ce qui se passe en période d'investissement ou en période pré-opération ou pré-exploitation, génère un risque contingent qui est valable dans les deux types de PPP. Donc, ça, je ne m'attarde pas dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue phase investissement, les deux modes de PPP se valent généralement. Maintenant, quand on va dans la phase exploitation, et ça, que ça soit docteur Lala comme docteur Baye-Samba, on montrait les différences. Il y a une différence de profil de cash flow pour la puissance publique qui est immédiate. Là, il paye un loyer, là, il ne paye pas un loyer. Voilà. Mais là, c'est du profil cash flow trésor, donc budgétaire. De ce fait, le PPP, paiement public, a une incidence budgétaire élevée, le fait qu'il y a une charge de loyer qui doit être payée dans le cas d'un PPP paiement public. Il y a des cas de PPP paiement usager où il y a une subvention d'équilibre à l'exploitation qui peut générer, mais le risque va être marginal comparé à un loyer dans un PPP paiement public. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, le risque qu'on avait soulevé d'engagement contingent en cas de résiliation anticipée dans la période d'exploitation est le même pour les deux. Donc, ce qui devient vraiment l'élément de différence devient un risque budgétaire, donc qui est plus faible pour le paiement usager comparé au paiement public. Mais ce risque budgétaire est transféré à un tiers. Il est transféré à l'usager. Et c'est là, ça nous renvoie sur, dans les deux cas, que ça soit paiement public ou paiement usager, quand c'est paiement public, on va parler donc de soutenabilité budgétaire pour la puissance publique en termes d'enjeux de structuration. Quand c'est paiement usager, il faudra regarder le risque qui était budgétaire a été transféré implicitement à l'usager. Le privé ne le supporte pas. En tout cas, il porte le risque, mais ce risque, il va l'analyser et s'assurer que peut-être il y a c'est transféré ou c'est couvert ou porté ou induit au niveau des usagers. Donc, la structuration doit analyser la soutenabilité pour l'usager. Donc, du point de vue structuration, dans les deux modes, l'un, on sera sur de l'analyse soutenabilité budgétaire, l'autre, on sera sur l'analyse soutenabilité usager. Et c'est là où je vais essayer de terminer pour conclure.
Voilà, si on retourne sur le fait que c'est l'usager qui est le taxpayer, qui a constitué une partie du budget en dehors de l'endettement, indirectement, les deux modèles se valent. Ça devient une politique pour un État et non pas une question simple de dire j'ai suffisamment de dettes, j'ai excès de dettes, je vais juste recourir au PPP paiement usager. Ça, Dr Baïsamba l'a bien conclu et de même pour Dr Lalla, ça veut dire qu'il faut analyser cas par cas et apprécier qu'est-ce qui est plus pertinent là où il y a la valeur ajoutée en fonction du projet. Parce que les deux ont des avantages et des inconvénients. Pour baisser un tarif, un coût, quand on est dans le PPP paiement public, la puissance publique implicitement est en mesure de fixer, bloquer, voire caper la rentabilité pour le privé. Et quand on est dans le PPP paiement usager, ça devient un enjeu de comment on partage le fruit en cas d'excès de rentabilité par rapport à une rentabilité cible. Donc, pour conclure sur ces sujets, dans le cas en phase d'exploitation, pour moi, ça devient un sujet de structuration qui va nécessiter donc d'analyser cas par cas, bien que sur le court terme, voire le moyen terme, le fait qu'en phase d'investissement, tous les deux soulagent le budget, ça c'est l'intérêt des PPP. Voilà. Sur le moyen et long terme, est-ce qu'il est pertinent de soulager le budget ou bien de collecter? La réponse, on a toujours envie de dire oui, parce que la puissance publique ayant beaucoup d'enjeux, de besoins à financer, l'opportunité, l'arbitrage de recourir à d'autres ressources et d'utiliser son budget à des biens qui ne peuvent pas mobiliser du financement aura tendance à privilégier le PPP paiement usager. Mais ce que je recommande pour terminer, comme ça Aïcha, on aura le temps avec les auditeurs, c'est de dire, dans les cas des PPP paiement public, il serait bien, en tout cas, de chercher à déterminer quel est le coût virtuel pour l'usager au moment de la structuration et d'apprécier ce coût virtuel, voilà, avec un schéma hybride si cette taxe était collectée directement au niveau de l'usager. Et je pense que le docteur, en parlant toujours de quelle est la valeur ajoutée de l'infrastructure par rapport à son niveau d'utilisation. Donc, on revient sur la rentabilité économique qui est l'élément fondamental pour une puissance publique de décider de recourir à un PPP ou non. Donc, je m'arrête là et j'attends les questions, mais c'est un sujet passionnant et je pense que les auditeurs vont nous permettre d'aller en profondeur. Parfait. Je ne sais pas si à mon niveau, là, on ne vous entend pas, docteur Lalla. Aïcha, tu es en mute, on ne t'entend pas, il faut... Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. D'accord, j'avais pas le micro ouvert. Donc je disais, c'est fascinant et on remercie tous les intervenants, Monsieur Lo. Donc c'est toujours un plaisir de vous écouter, d'apprendre et de bénéficier de tant d'expérience. En tout cas, de votre analyse. Donc on retient qu'on peut, donc selon votre recommandation, il peut y avoir des formules mixtes. Donc dans ce domaine-là, donc on peut avoir des paiements publics privés. Donc selon la structuration, donc vous recommandez qu'on prenne le temps de regarder, donc faire du cas par cas, d'analyser et de regarder donc le coût, donc de vérifier, déterminer le coût pour les usagers qui sont les bénéficiaires finaux. Donc c'est ça, ça résume pas totalement tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'on peut quand même laisser le temps aux auditeurs de pouvoir poser leurs questions puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc voilà, juste peut-être relever le fait que vous ayez parlé d'incidences budgétaires élevées et des risques donc, qui peuvent être marginaux. Donc voilà. Donc j'ai juste plusieurs questions. J'ai une main levée. Je vais privilégier les mains levées pour que les personnes puissent intervenir et ensuite on pourra poser les questions. Avant de donner la parole à Monsieur Touré, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui sont connectées, tous les participants. On a d'éminentes personnalités qui sont là.
On a également nos partenaires. Je vois donc Madame Bloom, je vois Christian qui est toujours présent à nos webinaires. Donc, remercier également l'ambassadeur Lee qui est connecté et donc Monsieur Joe, Dame Joe, et donc toutes les personnes qui ont bien voulu se joindre à nous. Et donc, je laisse la parole à Monsieur Touré pour la question. Monsieur Touré? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je me nomme Alassane Touré. Donc, je suis ingénieur financier. Donc, je suis un élève par rapport aux panélistes qui sont dans le forum. Et je suis ravi de participer sur le webinaire. Mais en fait, moi, j'avais deux contributions et une question. Donc, par rapport à la formulation du titre, si on peut le contextualiser de manière financière, moi, j'aurais compris qu'on dit EPC, EPCM et BUT. Parce que quand on dit paiement épargne publique, ça peut être du EPC ou du EPCM. Si c'est paiement à usager, ça c'est le BUT. Comme la dame a cité tout à l'heure, l'autoroute à péage, ainsi de suite, parce que c'est les usagers qui remboursent le prêt. Deuxièmement, par rapport à la contribution, bon, là aussi, il y a une nuance par rapport à ce que le docteur Lo a parlé et Madame Lala. C'est vrai que sur les PPP, il y a des moments où on peut parler de dette. Parce que si c'est un paiement public, Mouchelo a développé dans son entretien qu'il a dit qu'il y a un paiement de location. Quand on dit paiement de location, il y a un dû. Ce dû-là, c'est une dette parce que ça doit être budgétisé par l'État. Donc, tout dépend des paiements des PPP, mais sur les PPP à paiement public, il y a forcément une dette là-dessus. Donc là, c'est quelque chose que vous avez dit que ça peut faire l'objet d'un sujet même à débattre sur notre panel. Deuxièmement, moi aussi, bon, par rapport au type de partenariat actuellement qui est beaucoup plus rentable avec les États qu'avec les particuliers, là, c'est les types de SPV. C'est-à-dire qu'on crée un véhicule de projet qui porte le projet. Sur ce plan-là, c'est le projet qui rembourse toute la dette. Il n'y a personne qui va rembourser. Maintenant, ça nécessite des structurations, comme M. Lo a dit, c'est une structuration qu'on doit faire par rapport aux schématisations de financement. Il y a plusieurs formes de financement dans le monde actuellement. Ce qu'on appelle les structurations financières à travers les actifs, il y a la titrisation, il y a les LBO, il y a tout un schématisation de financement qui est actuellement plausible et prenable par les États, parce qu'aujourd'hui, l'État, je prends l'exemple du Sénégal, le Sénégal a des sociétés qui je nomme CDC, j'ai vu récemment qu'il a levé des fonds, je ne sais pas, je n'ai pas bien lu qu'il a fait un prêt au niveau d'une banque, mais si c'était qu'on puisse le contextualiser, CDC devait être un levier de l'État pour lever des fonds en termes de titrisation ou en termes de LBO ou en termes d'actifs, c'est-à-dire des plateformes financières qui injectent des SPV dans différents types de projets. Donc, c'est cette contribution-là que vous voulez apporter pour ne pas monopoliser les paroles. Et concernant le titre aussi, si on devait expliquer de manière financière, moi, je pense qu'on devait utiliser BUT, EPC ou EPCM. Merci. Merci, Monsieur Touré, pour votre contribution pertinente. Vous avez posé une question. Est-ce que Dr Duke ou Dr Lala ou Monsieur Lo, vous aurez été répondre à cette question? Oui, Aïcha, moi je pose, vu qu'il a évoqué sur le sujet de la dette avec une position différente. Non, Monsieur Touré, je réitère et je confirme haut et fort que voilà, un loyer, ce n'est pas une dette. Voilà. Il y a des produits, les produits ont leur nom et ont des conséquences en termes d'écriture. Quand on prend un endettement, et vous savez bien que vous avez parlé d'EPC, de PCM, qui n'est pas dans le sujet, mais qu'on aurait pu rajouter dans ce qu'il faut privilégier, parce que là, on suppose, on est dans l'univers des PPP et on dit entre les deux grandes familles de PPP, lequel privilégier. Mais cette même question était valable entre PPP et marché public. Mais nous savons que les pays ont envie d'aller vers les PPP. Marché public, le financement des marchés publics, c'est de la dette. EPC, c'est avec de la dette. L'État s'endette et c'est là où, quand l'État s'endette, on réalise un projet
de 100 milliards CFA, l'État prend une dette de 100 milliards francs CFA et cette dette est écrite dans la dette de l'État. Quand l'État fait le même projet en PPP, paiement public, voilà, et la dette est portée par un privé qui mobilise le privé et dit à l'État, vous me payerez quand l'infrastructure sera disponible, vous ne me payerez pas la dette, vous ne me payerez pas les 100 millions, j'aimerais bien qu'il y ait un engagement de me payer un loyer, par exemple, on va dire 10 milliards et non pas 100 milliards. Voilà, donc on va avoir une charge pour l'État de 10 milliards. C'est deux produits différents et il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ce produit n'a pas les mêmes conséquences du point de vue de l'État. L'un lui crée tout de suite un espace budgétaire, voilà, même si un loyer, nous tous nous payons des loyers, mais nos loyers sont récurrents et annuels, mais on peut bien quitter si l'appartement en problème n'est pas disponible, voilà, ça dépend du contrat. Donc, ça devient un élément contractuel. Pour être court, voilà, quand je dis que le PPP, paiement public, a une incidence budgétaire, tous les deux ont une incidence budgétaire, la dette comme le loyer, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, maintenant, sur le fait que EPC, EPCM sont des formes possibles, oui, et c'est possible avec des financements innovants, oui, nous notons la contribution, mais encore une fois, votre intervention m'invite à clarifier dans l'espace public et j'invite vraiment les docteurs à y travailler sur le fait que qu'est-ce que c'est qu'une dette et qu'est-ce que c'est que le PPP. Voilà, le PPP, je réitère, en tout cas, ce n'est pas de la dette. Et ça, vraiment, je peux. Quand on prend de la dette, il y a quelqu'un qui est un emprunteur et c'est une banque qui donne de la dette. Vous voyez, entre la banque qui s'appelle Y, qui a prêté à l'État, ce n'est pas la même chose que la société de privé qui met à disposition une infrastructure et l'État lui paye. Ça, on doit avoir un consensus entre professionnels. Maintenant, que l'analyse de ce PPP, paiement public, par les structures de la Banque mondiale, de FMI ou des institutions ou bien des individus ou des experts qui l'analysent comme étant de la dette parce qu'il y a un engagement contingent. Ça, c'est de l'analyse et on peut ne pas être d'accord sur cette analyse-là parce que d'une part, on prend le passif et d'autre part, on ne prend pas l'actif. Mais ça, c'est un sujet qu'on aura l'occasion vraiment peut-être dans une autre session ou au moment du papier d'en discuter entre experts et merci pour la contribution. Donc, Aïcha, sur ce point, voilà ce que j'avais. Et sinon, sur la contribution, merci. Parfait. Parfait pour cette réponse. Donc, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, effectivement, entre professionnels où on pourrait donc déterminer si un PPP est considéré comme dette ou non. Donc, est-ce que c'est une option financière? On n'a pas beaucoup de temps, beaucoup de questions. On a une main levée. Je vais donner la parole à Madame Dey Aouetam et ensuite, on va passer aux réponses des questions. Je vois aussi la main levée de Monsieur Bassi Rouba. Donc, je donne d'abord la parole à Madame Cham, Dey Aouetam, et ensuite Monsieur Ba, et ensuite on passera aux questions. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà pour la qualité de la présentation. Alors, je suis Ndaya Wacham, je suis étudiante à l'ESP et en tant que novice dans ce domaine, j'aimerais savoir qu'en est-il face à la résilience au risque? Est-ce qu'aujourd'hui, les contrats PPP prévoient-ils des clauses de force majeure adaptées aux nouveaux risques systémiques? C'était ça ma question. Merci. Aïcha, je peux intervenir sur ce. Oui, est-ce que, parce qu'il y a deux questions qui sont liées, donc j'aimerais juste laisser peut-être la parole à Monsieur Ba et ensuite je vous donne donc ces questions-là liées au risque. Donc c'est un peu les mêmes questions parce qu'il y a Madame Safié Toukamara dans le chat qui pose également cette question. Comment mitiger le risque effectivité des recettes d'exploitation? Donc qui peuvent être liées. Est-ce que vous souhaitez donc répondre à cela après Madame Kamara, Madame K? Donc là, je vais donner la parole à Monsieur Ba. Oui, merci beaucoup Aïcha et je voudrais féliciter Zaman pour avoir organisé ce webinaire. C'est ma première fois et je salue un peu la présence également de M. Diop Baïsamba de l'ARCOP et Mme Kamara. Je pense que c'est plutôt une réflexion, une contribution par rapport à ce sujet-là sur le paiement public. Voilà, est-ce que c'est une dette, c'est pas une dette?
Mais pour nous qui sommes praticiens à date et qui ont d'abord comme client la partie publique, l'autorité publique, il y a ce souci de gérer les engagements directs, liabilities. Et la perspective, et surtout par rapport au webinaire de clarification, c'est ça le travail qu'on aura à faire, c'est surtout sur ce travail comparatif entre un produit sur les marchés publics, c'est-à-dire l'EPC plus financing, où un privé vient proposer une offre de construire, apporte le financement, mais derrière, sur le financement, c'est l'État qui s'endette en payant des échéances. Il y a de l'engagement direct. L'autorité a tendance aujourd'hui à le comparer. C'est une erreur, Lamine, on est d'accord. Hein? On n'est pas sur les mêmes principes, à le comparer avec le paiement public. Donc, la réflexion que je mène, c'est que pour pouvoir, dans la perspective, clarifier que ce n'est pas de l'engagement direct, ce n'est pas une dette, c'est de pouvoir se dire dans quel cas, aujourd'hui, ce paiement public-là est plus optimum et plus économe que ce EPC plus financing, cette dette qui a été prise. Parce que, in fine, notre client se dit, le résultat, c'est que gérer comment je vais dire, un montant à payer directement sur mon budget. Donc, du coup, dans quel cas ces deux options, l'une est plus économe que l'autre, je pense que c'est la perspective pour pouvoir encore convaincre sur le rôle du PPP. Effectivement, c'est vrai, dire qu'on n'est pas sur une dette, on est sur un service qui est payé si aujourd'hui ce service est de qualité, la disponibilité de l'infrastructure, du service demandé. C'est encore un argumentaire, certes c'est vrai, mais qui est pour le moment très théorique. Mais je pense qu'en termes de calcul de ce coût, voilà, et de l'économie réalisée, ça nous permettra un peu de clarifier le point. Maintenant, le second, et c'est là où ça devient une réflexion, certes, mais une question, et je sais que j'en avais discuté avec Lamine, qui était le coordinateur de l'UNAP, je suis agent de l'UNAP, c'est la question de l'usager, qui n'est pas définie par le cadre. Voilà. Peut-être heureusement d'ailleurs pour les projets PPP et paiement usager. Mais dans le contexte du Sénégal, et c'est là ça devient un enjeu par rapport à la commande de l'autorité actuellement, qui dit, écoutez, pas d'endettement, allez sur des paiements usagers. La question, quels sont les secteurs parce que, où on peut faire du paiement usager et surtout que les précédents, c'est surtout l'autoroute à péage où c'est très facile. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un niveau de développement tel qu'on peut développer des projets PP usagers dans beaucoup de secteurs? C'est un enjeu qu'on met sur la table, c'est une question. Et deux, et c'est là où la question de l'innovation va venir, du fait qu'aujourd'hui l'usager n'est pas défini, est-ce que l'usager, c'est celui qui utilise directement l'infrastructure? Voilà. On a des cas où on a appelé PPP, paiement usager, mais on sait que celui qui paye, la source de revenus, ce n'est pas celui qui utilise l'infrastructure, c'est peut-être une autre personne qui a eu à acheter un produit issu de la production ou de l'industrie ou de l'équipement qui a été mis en place. Je sais que la Minsoura de ce type de projets qui sont en cours actuellement, mais qui permettront un peu de répondre à cette question de structuration. Qui est l'usager et est-ce qu'il est prêt à payer? Merci beaucoup, Aïcha. Merci. Merci, Monsieur Ba. Donc, je rappelle que donc, vous êtes donc gestionnaire, c'est ça, gestionnaire de projet, si je ne me trompe, ou coordonnateur à l'UNAP. Est-ce que vous pouvez préciser juste? Bonjour, donc je suis Amadou Bassirouba, responsable pour l'activité territoriale et chargé de projet senior au niveau de l'UNAP. Merci. Voilà, chargé de projet senior au niveau de l'UNAP, qui est l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé au sein du ministère de l'économie et de la coopération. Donc, est-ce que Lamine, tu souhaites intervenir avant de redonner la parole à Madame K par rapport à la question? Il y a docteur, je préfère laisser d'abord docteur Lala Camara, voilà, qui prend la parole, voilà, et répondre à la première personne qui a posé la question, voilà. Tout à fait. Docteur K, est-ce que vous me permettez en même temps de vous poser la question de Madame Safiatou Camara qui dit comment mitiger le risque sur l'effectivité des recettes d'exploitation? Je ne sais pas s'il y est ou pas. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, cher pour la question. Je vais essayer de répondre à certaines questions dans le commentaire ainsi que les questions posées par les deux derniers intervenants. Pour la question posée par l'étudiante concernant les cas de force majeure. En fait, dans la phase de contractualisation et dans le contrat PPP, il y a toujours des clauses relatives
à l'équilibre financier qui traite la question de force majeure, d'imprévision ou des faits de prince. Donc, cet aspect imprévision est pris en compte par le contrat PPP. Le contrat PPP encadre ces cas d'imprévision ou de force majeure pour que lorsque ces situations surviennent, que les parties puissent soit modifier le contrat, soit réviser le contrat ou ça peut être même des causes exonératoires de responsabilité lorsqu'il s'agit des cas de force majeure. Mais il va falloir que le contrat le définisse qu'est-ce qui peut être considéré comme un cas de force majeure. Et certains contrats vont jusqu'à énumérer des cas qui sont susceptibles d'être considérés comme des cas de force majeure. Pour revenir sur la question de M. Amadou de l'INAP, quel PPP privilégié? Donc, PPP paiement public, PPP paiement par les usagers, et quel secteur? Cette question, elle est très pertinente parce que ce qui est visé, c'est surtout les usagers et c'est surtout leur capacité à payer le service. Donc, il y a certains secteurs qui restent tout de même assez sensibles, comme le secteur, comme tout ce qui concerne la justice, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'éducation. Dans ces genres de situations, on peut privilégier le PPP paiement par les paiements publics. Donc, le choix du mécanisme de paiement dépend surtout de la situation, raison pour laquelle ce choix doit se faire cas par cas, comme Lamine l'a dit dans son intervention. Donc, pour le partage des risques, il y a des risques qui existent dans les PPP et dans la phase d'évaluation préalable des projets PPP, il y a une matrice des risques qui est mise en place. Cette matrice des risques répartit les risques qui seront supportés par le public et ceux qui seront supportés par le partenaire privé. Donc, il y a ce partage des risques qui existe et c'est ce partage des risques qui constitue aujourd'hui l'un des avantages du choix de l'option PPP. Il y a un autre intervenant ou bien participant qui a posé la question de savoir des exemples de PPP paiement par les usagers au Sénégal. Il y en a plusieurs. L'exploitation des autoroutes se fait par ce modèle paiement par les usagers. Dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'électricité, il y a une pluralité de contrats PPP paiement par les usagers. En somme, c'est à ces questions que je voulais répondre. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, docteur. Parfait. Donc, je laisse Lamine répondre et je poursuis sur les questions. Oui, docteur. Je voudrais apporter avec un complément à la question surtout par rapport à la dimension de la prise en charge du risque. C'est là où notre cadre présente un enjeu de taille. Vous savez, dans le cadre classiquement, on avait souvent, en tout cas, des difficultés dans le cadre du traitement du contentieux des EPP parce que la phase préparatoire était relativement peu préparée, peu adressée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de corriger dans le cadre du modèle actuel sénégalais. Dans la phase identification du projet, d'abord, nous ne sommes pas dans la structuration, mais si on en vient dans la phase évaluation préalable, il y a les études qui seront effectuées, études juridiques, techniques, financières, environnementales. Donc, même l'étude de marché est effectuée. Et ces études-là vont nous permettre de pouvoir identifier l'ensemble des risques avec une cartographie des risques. Donc ici, non seulement on va identifier les risques, et ces risques-là seront pour l'objet de qualification, quantification, et ensuite on va procéder à une proposition d'un mécanisme de répartition des risques. Ces mécanismes de répartition des risques-là, l'instrument qui va les répartir, c'est le contrat. Et la logique du droit positif sénégalais est de veiller à ce que chaque partie puisse supporter le risque qu'elle est mise à même de supporter. Donc, les questions de risque sont déjà adressées de manière très forte dans la phase préparatoire et que la prise en charge de ces risques-là feront l'objet de closing contractuel. Donc, pour rassurer la personne qui avait posé la question. C'est ce que je voudrais préciser. Merci beaucoup.
Tout à fait. Je pense que si vous vous intéressez un peu à la structuration d'un projet PPP, vous verrez donc ce que M. Diop vient donc d'évoquer, donc sur la répartition des risques et sur toutes les procédures à suivre pour donc les éviter, les identifier au préalable et les prendre en compte dans la contractualisation. Juste, je donc laisse la parole à M. Lowe par rapport à la question de M. Ba et les autres interventions. Et ensuite, je procède donc au résumé parce que vous avez plusieurs questions, il y en a beaucoup et le temps est bientôt terminé. Donc, je vais les résumer si vous permettez pour ceux qui ont posé des questions. Ensuite, il y aura un résumé par mail donc, de ce webinaire et une réponse des questions sera apportée à chaque question en particulier. Voilà. Avant de donner la parole à M. Sané qui a levé la main. Ouais, Aïcha, merci beaucoup. Hein. Merci aux deux docteurs voilà, pour les clarifications apportées sur l'aspect risque. Donc, avant de peut-être de répondre à la question d'essayer de répondre à la question d'Amadou, qui est un expert et qui contribue en posant implicitement une question comme l'a fait M. Touré. Voilà, il y a une question qui est au niveau du chat. Est-ce qu'on peut réellement transférer le risque aux usagers si l'on sait que l'usager a le choix d'user ou non du service qui lui est proposé? Voilà, ce que je voulais dire, juste ou ce qu'il faut comprendre en disant que dans le PPP, paiement usager, le risque de soutenabilité budgétaire devient un risque de soutenabilité usager, ça veut dire qu'il faut l'analyser. Est-ce qu'on peut réellement transférer? Le transfert de risque, c'est une allocation. Après, est-ce que le transfert est effectif? Ça, c'est de l'analyse en fonction du cas. Et si ce n'est pas approprié, c'est là où ça devient un mauvais transfert. Et c'est là où, pour rebondir sur cette question, je réponds au point d'Amadou. Moi, je ne suis pas de l'école et je préconise et je recommande, il faut éviter les écoles où on décrète vers quel PPP on va aller. C'est-à-dire, s'il y a une orientation qui dit on veut privilégier les PPP, paiement usagers, voilà, je dis c'est pas en tout cas quelque chose que je recommande en tant que professionnel. Le PPP, qu'est-ce qui est approprié, ne se décrète pas, ça s'analyse. De la même façon, si je reviens sur le point de M. Touré, est-ce qu'il faut faire un PPP ou il faut faire, qui est le point d'Amadou aussi, un IPC plus F? Je dis, il faut éviter de décréter parce qu'on a une contrainte d'endettement. Il faut analyser et faire ce qui est pertinent et approprié. Si on part dans des situations décrétées, ça biaise les analyses et ça risque de mener à des mauvais PPP ou des mauvais IPCM ou des mauvais PPP paiement public ou mauvais PPP paiement usager. Pour moi, le PPP, c'est du cas par cas et on doit analyser le risque pour faire la meilleure allocation des risques. Et ce matin, j'ai participé au webinaire organisé par le CNP Côte d'Ivoire, que je remercie, qui était sur privatisation versus PPP. Et il y a un des docteurs qui a intervenu et de son message, il en ressort clairement, on doit se départager, et c'était une question implicite que j'ai posée dans le chat qui n'a pas fait l'objet de réponse, mais je voulais insinuer, il faut qu'on se départage des appellations. Oublions l'appellation PPP, paiement usager, PPP, paiement public. Faisons l'analyse, qu'est-ce qui est approprié? Le nom devient une résultante et non pas une hypothèse de départ. Donc, Amadou, oui, il y a des formes hybrides de PPP qui permettront de répondre bien aux contraintes budgétaires, aux contraintes d'endettement, et ça demande, comme l'a bien indiqué M. Touré, de l'innovation financière, mais leur pertinence s'analyse cas par cas, et sur chaque cas, il faudra apprécier qu'est-ce qui est plus là où il y a value of money pour la puissance publique. Il peut bien y avoir un schéma où c'est plus pertinent pour l'État de prendre de la dette et d'être dans un IPC plus F, voilà, que d'être dans un PPP. Il y a deux cas, comme l'a dit Dr Lala, voilà, où il y a de l'intérêt privé, il y a de la compétition, il y a des usagers qui sont prêts à payer et c'est plus facile même de collecter cet usager ou ce non-usager, c'est-à-dire qu'on peut avoir des retombées financières qui sont générées par le projet qui ne viennent pas directement de ce qu'on appellerait usager, et c'est un point, c'est-à-dire il faut juste regarder est-ce que c'est incidence budgétaire directe
ou incidence budgétaire indirecte. Pour moi, ce que j'appellerais incidence budgétaire indirecte, c'est tout ce qui serait collecté à travers l'économie du projet, que ça soit l'usager direct ou ainsi de suite. On est taxe-payeur dans un pays, il y a quelqu'un qui paye, c'est les usagers, c'est la population, ce sont les agents économiques. C'est eux qui payent. Au final, qu'on le transfère à travers un paiement public ou paiement usager ou paiement non public, ça restera payé par la population de ce pays et ça mérite une analyse pertinente de dire est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée, est-ce que la solution proposée répond aux contraintes de temps du moment, ça c'est la vision court-termiste, mais qu'est-ce qui se passe dans le long terme? Et pour terminer sur ce point, pour rappeler maintenant du point de vue bancabilité, pourquoi j'ai cette position, parce que dans l'analyse de bancabilité, voilà, qu'il s'appelle PPP paiement public, PPP paiement usager, PPP paiement hybride, le banquier va être dans une situation, on va dire, worst case scénario, de dire si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? C'est lié, quand on est dans un PPP, le fait qu'on dit que c'est implicitement l'État a le droit, ça l'appartient ou il a le droit de le détenir à tout moment. Ça veut dire que si ça se passe mal, que l'on soit, quelle que soit la forme de PPP, c'est là où on a ce qu'on appelle ce risque contingent en cas de résiliation anticipée d'avoir l'État qui devra, oui, et M. Touré, dans ce cas, on parlera, si on cristallise un termination amount, un montant de résiliation à payer, c'est l'État qui devra le payer, ça devient de la dette parce que le montant devient quelque chose que l'État doit directement, souvent aux prêteurs, parce que cette fois-ci, l'État est en face directe des prêteurs. Donc, en résumé, du point de vue analyse bankability, les sujets de cash flow périodique, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe, est-ce que la trésor vient de l'État ou vient des usagers ou vient des tiers, c'est des sujets de cash flow. C'est important dans l'attractivité des projets, mais ça ne change pas le risque fondamental que dans un PPP, si ça va mal, on se retourne vers la puissance publique et on serait dans une posture comme si c'était un marché public, c'est lui qui porterait l'endettement. Donc voilà cette clarification que je voulais apporter. Voilà, Aïcha, donc on prend d'autres questions, comme ça on essaiera de rester dans le temps prévu. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on a 10 minutes, donc il nous reste. Et il me semble que si on commence à prendre donc d'autres questions, ça pourrait donc nous mettre dans des situations compliquées. Donc je propose plutôt qu'on laisse M. Sané intervenir, donc donner sa contribution. Et pour les questions, oui. C'est bon, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et donc pour les questions, on s'engage, hein, nous nous engageons à vous revenir par mail, avec les réponses. Et si ça convient bien sûr aux intervenants, Dr Lala, Dr Joe, voilà. Parfait. Donc je laisse la parole à M. Sané. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commencerai par féliciter le groupe Zaman et tous les panélistes. Je pense que je suis un abonné de ces activités. Je me présente, je suis Ousmane Biram Sané, économiste financier. Alors, moi, je voulais contribuer et poser une question. En termes de contribution sur le débat, est-ce que le PPP est une dette ou pas? Je pense qu'il ne faut pas peut-être avoir un point de vue dogmatique, d'autant plus que ne pas considérer le PPP comme une dette invalide de facto le thème de ce webinaire. Parce que quand on dit face au défi de l'endettement, quel modèle de PPP privilégié, paiement public ou paiement privé? Quel est le PPP qui est paiement public et qui n'est pas de la dette? Je me pose cette question. Donc, je pense qu'il est plus enrichissant de considérer le PPP comme à l'origine, comme une forme de financement innovant et qui, in fine, et dans tous les cas, soulage en tout cas les contraintes conjoncturelles ou structurelles des finances publiques en libérant du pouvoir d'achat à l'État, que ça soit temporairement ou définitivement si c'est transféré à l'usager.
Donc ça me paraît important de souligner. Il y a aussi des formes de PPP hybrides qui montrent que finalement, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas une cloison étanche entre le PPP à usager public et à paiement public et à paiement usager. Je prends le secteur de l'eau. Dans le secteur de l'eau, c'est l'une des formes de PPP les plus anciennes ici, où, en tout cas, c'est l'usager qui paye. Le tarif d'équilibre, comme l'a souligné la dame de 3IP, je pense. Donc, l'usager, il y a des moments où l'État intervient par un arrêté pour bloquer les tarifs de l'eau, alors que le modèle financier du secteur montre qu'il est nécessaire de procéder à une augmentation tarifaire pour ne pas déséquilibrer les acteurs, notamment l'exploitant privé. Et l'État, il arrive que l'État, à la veille d'échéances politiques, bloque le tarif et parfois même reverse sous forme de compensation au privé. Donc là aussi, ça prouve que les formes hybrides de PPP sont très, très importantes. Et ça me permet même de remercier M. Lo, c'est Lo, non, Zaman, qui dans sa dernière intervention a dit que la chose la plus importante, c'est la valeur ajoutée en fait. Qu'est-ce que ça rapporte du point de vue socio-économique? Voilà pour ma contribution. Pour la question, elle s'adresse peut-être à des participants qui sont dans le fonds de préparation des PPP. Est-ce qu'il est opérationnel et comment y accéder? En tout cas, félicitations, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sané, pour votre contribution. La personne qui répondra pourrait être M. Ba donc, ou M. Diop. Et donc, on a 2 minutes avant de pouvoir conclure. Peut-être que mon micro n'est pas ouvert. Est-ce que ton micro est ouvert, Aïcha. Je ne sais pas, tu demandes à Dr Diop. un dernier tour, Dr Diop, Dr Lala, et puis on conclut. Voilà. Je pense que le fonds de préparation est tout à fait, on a nommé l'administration du fonds, c'est disponible. Comme son nom l'indique, c'est un fonds qui accompagne les autorités dans le cadre de la préparation des projets. Maintenant, il faut signaler que pour bénéficier de ce fonds, en tout cas, les projets pour lesquels l'UNAP n'a pas donné un avis favorable ne peuvent pas être éligibles par rapport à l'appui de ce fonds. D'accord. Mais ça reste opérationnel. D'accord. Ça demeure opérationnel. Donc, et même il y a certains acteurs qui bénéficient. D'ailleurs, même récemment, l'UNAP avait publié un avis pour solliciter des experts pour accompagner les acteurs dans le cadre de la préparation des projets. Et naturellement, le financement devrait être assumé par ce fonds. Mais c'est bel et bien opérationnel. Merci. Merci beaucoup pour donc cette réponse. Donc ça va être le mot de la fin pour chaque intervenant. En tout cas, je sais que le temps imparti est très très court. Peut-être qu'on pourrait penser à rajouter 30 minutes donc dans les webinaires. En tout cas, il faudrait aussi qu'on sache que chacun a donc d'autres responsabilités. C'est pour cela qu'on essaye de le rendre aussi bref. Mais donc, c'est des questions aussi très cruciales qui nécessitent un peu plus de temps et d'échanges. Donc, on va réorienter le débat donc, sur les questions qui ont été soulevées ici, concernant donc, la dette publique et concernant également le choix, donc l'analyse qu'il faudra faire, la structuration qu'il faudra faire avant de choisir tel ou tel mode de PPP. Donc, je vais passer la parole. Donc, Monsieur Diop, vu que votre micro est déjà ouvert, le mot de la fin, ensuite Dr K et Monsieur Lo. Bon, seulement remercier à nouveau Zaman pour la confiance accordée à l'ARCOP et à notre modeste personne et vraiment remercier Lamine d'avoir bien voulu mettre en place ce cadre d'échange et permettre aux autorités contractantes et aux acteurs privés de mieux maîtriser les rouages de la préparation et la passation des PPP. Parce qu'un PPP, c'est la préparation, c'est la préparation, c'est la préparation. Et pour bien préparer, il faut savoir comment agir. Et pour savoir comment agir, il n'y a pas de secret. Il faut aller chercher l'information et Zaman offre cette possibilité. Merci beaucoup. Merci, docteur. Docteur K. En fait, je tiens à remercier le cabinet Zaman pour l'invitation adressée au cabinet IP3 Conseil. Je remercie aussi l'ensemble des participants pour des questions posées, mais aussi pour
les contributions de chaque intervenant sur ce sujet qui est très pertinent. Et ce que je retiens de ces échanges, c'est qu'aujourd'hui, le choix du PPP dépend de plusieurs facteurs et il n'est pas évident de choisir un modèle avant qu'il y ait une phase de préparation, comme M. Diop l'a dit, et qu'il y ait une phase d'évaluation du projet, c'est qu'il y a une étape très importante, voire une obligation imposée par la loi PPP. Merci beaucoup, Lamine. Merci, M. Diop, pour les opportunités. Merci beaucoup. Lamine? Merci beaucoup, Aïcha. Avant quand même que je remercie mes copanélistes, j'aimerais juste rebondir sur ce que M. Sané a indiqué. Pour préciser vraiment l'objectif, M. Sané, c'est de susciter le débat et de clarifier. Voilà. C'est pas une question d'être dogmatique ou pas. Mais vous avez raison, face au défi de l'endettement lié au modèle EPC plus F, voilà, ou au marché public, quel modèle de PPP privilégié? On aurait pu préciser sur le thème, on sous-entend l'endettement par rapport à la situation actuelle, mais principalement drivé par le recours au marché public qui est un mode classique où c'est la puissance publique qui s'endette. Voilà. Après, sur le fait que c'est de la dette ou pas un PPP, en tant qu'expert, on vous a donné notre avis et nous pensons que l'objectif, c'est d'alimenter la discussion. Il y a deux raisons qui motivent ce choix. Premièrement, c'est par rapport aux contraintes de nos États qui vont recourir au PPP. Et que ceux qui ont réussi ou ont usé des PPP, notamment en Europe et au Moyen-Orient et aux États-Unis, ils ont su régler ce problème, en tout cas en clarifiant dans quel cas, comment comptabiliser le PPP. Voilà. Lamine, je suis désolée, mais le Zoom, en fait, il s'arrête automatiquement. Ok, Aïcha, je vous remercie donc aux acteurs, voilà, aux panélistes et aux personnes qui ont répondu. On aura l'occasion vraiment de clarifier des sujets plus tard. Peut-être qu'on devrait rajouter 30 minutes de plus ou une heure de plus. Voilà. Remercier tout le monde pour votre présence donc, à notre webinaire. Remercier tous les intervenants qui ont bien voulu prendre de leur temps et toutes les éminentes personnalités qui ont été là, tout le public qui a été là. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas à entrer en contact avec nos équipes pour plus de questions. Voilà, il nous reste 1 minute, donc je n'ai pas envie que ça se coupe en plein webinaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci Aïcha pour la modération et merci aux panélistes. Merci à tous. Voilà, aux participants. Merci. Et rendez-vous dans un trimestre. Voilà. Oui, au mois de juillet. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. En présentiel? D'accord. On communiquera. Merci à Lamine et à Aïcha. Merci.